Aujourd'hui, nous allons parler vélo. Nous allons parler touriste à vélo, un sujet passionnant puisque vraiment d'actualité. Alors pour en parler autour de l'écran plutôt qu'autour de la table, nous aurons Myriam Hazan de l'Office de tourisme de La Rochefoucauld-lès Périgord, office de tourisme qui est sur un territoire traversé par deux grands itinéraires, nous en parlerons tout à l'heure. Sophie Rapinel de Charente Tourisme, spécialiste Madame Vélo de la maison, qui nous parlera des actions de Charente Tourisme. Et juste à côté, Patrick Liseau, qui au département de la Charente s'occupe de sport et notamment travaille beaucoup sur la thématique du cyclisme. Nous avons deux Claire ce matin, Claire Delhomme de la société Loupi. Loupi, c'est une application extrêmement utile aux pratiquants de vélo, en loisir ou en itinérance. Nous en parlerons. Claire Balzac, qui est directrice adjointe de l'auberge de jeunesse de La Rochelle et qui représente les auberges de jeunesse de Charente-Maritime, les 4 auberges de jeunesse, qui sont très impliquées aussi dans l'accueil vélo. Et enfin, Pascal Châtel, qui n'arrive pas, puisqu'il est toujours à Marennes, où il dirige la clinique du vélo. Donc, pour tous les bobos, pour les vélos, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors, tourisme à vélo, touriste à vélo, de quoi on parle? D'abord, on parle vraiment d'un tourisme en forte croissance. Dans quelques instants, Sophie va nous le rappeler avec quelques chiffres clés, mais c'est vrai que la progression du tourisme à vélo sur les dernières années, et notamment pendant les 2 années de pandémie 2020-2021, est sans commune mesure avec ce que nous avions connu. Rajoutons à cela le développement de l'assistance électrique avec des nouvelles pratiques, que ce soit au quotidien, mais que ce soit aussi pendant les vacances ou pendant le week-end. On se retrouve aussi avec une situation, notamment dans les départements des Charentes, où les infrastructures commencent à être à peu près à niveau, puisque nous le verrons aussi dans les chiffres clés, mais nous avons des itinéraires qui commencent à être bien développés. Et puis des services qui s'installent. Ça va être l'objet aussi de notre discussion, comment on accueille bien les visiteurs, comment on sait bien les dépanner, les accompagner, etc. Donc, ce qui veut dire que nous avons un certain nombre de facteurs aujourd'hui entre une demande plus forte, des infrastructures qui sont opérationnelles, des services qui se développent. Nous avons une économie autour du vélo qui représente une opportunité pour nombre de professionnels. Et donc, je pense que dans l'auditoire, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aussi, que ce soit du côté institutionnel et également du côté privé, qui s'intéressent à la possibilité de travailler autour de ce vélo. Alors, pour avoir un premier cadrage, Sophie, bonjour. Et est-ce Bonjour. que tu peux nous donner quelques chiffres clés? Oui, bien sûr. Alors, je vais pas être très longue parce que les chiffres, ça peut vite prendre du temps. Je vais plutôt vous inviter, je partage sur le chat un lien vers une étude de la DGE qui est extrêmement complète et qui parle en fait de toutes les pratiques du vélo. Moi, j'ai décidé de m'arrêter sur 3 chiffres, sur un peu 3 sujets différents. Le premier, c'est le chiffre d'affaires du marché du cycle, vente de vélos, périphériques et accessoires tout confondus, qui a connu une hausse de 25% avec 3 milliards de chiffre d'affaires. Et en zoomant même sur le vélo à assistance électrique dont parlait tout à l'heure Jean-Luc, qui lui a même connu une hausse, la vente des vélos à assistance électrique a connu une hausse de 29%. Donc, ce qui est assez exceptionnel et qui confirme effectivement la hausse de la pratique. Sur un autre sujet que je peux aussi, sur lesquels on a des données très précises, c'est la fréquentation des véloroutes via les compteurs qui sont mis en place partout en France. Là, on a connu en 2020 par rapport à 2019 une hausse de fréquentation de 28%, alors hors période de confinement, 11% en période de confinement. Et la tendance 2021 a l'air d'aller dans le même sens. On est aujourd'hui à fin novembre sur le même pourcentage. Et enfin, voilà, si je m'arrête au 3e chiffre, c'était, dire que la France est plébiscitée pour la pratique du tourisme à vélo, puisque elle est 2e en termes de tourisme, c'est la 2e destination mondiale, après l'Allemagne pour le tourisme à vélo, et c'est la première destination mondiale qui est programmée par les tour opérateurs.
Donc, une fois ces chiffres placés, juste peut-être faire un petit zoom sur les Charentes, et expliquer pourquoi les Charentes sont engagées depuis maintenant 10 ans sur le développement du tourisme à vélo. C'est d'abord grâce, il faut quand même le dire, à un territoire qui est privilégié, hein, bien sûr, ensoleillé, tout le monde le sait. La météo d'aujourd'hui le prouve très bien. Ensuite, se dire que voilà, on est aussi sur un territoire, que ce soit à côté Charente comme Charente-Maritime, où le patrimoine est très riche, qu'il soit naturel ou patrimonial. Donc, faut aussi l'avoir en tête. On a un patrimoine culturel de grande, voilà, dont on n'a rien à envier aux autres. Jean-Luc en parlait tout à l'heure, et c'est là où je vais m'attarder un peu plus. 6700 km d'offres cyclables et un carrefour de l'itinérance grâce à 5 grands itinéraires que traversent les Charentes. Donc, je vais les citer très rapidement. Vous retrouvez toutes nos infos évidemment sur notre espace pro. La Vélodyssée, qui est un itinéraire qui va de Roscoff à Hendaye. La Scandibérique, qui est un La itinéraire. Vélodyssée, Sophie, premier itinéraire en termes de trafic en France. Tout à fait, tout à fait. L'étude de 2018 a montré effectivement que c'était l'itinéraire qui était le plus fréquenté, effectivement. Donc, et la Vélodyssée, qui est la partie française de l'Eurovélo 1. Donc, la Scandibérique, comme je le disais, qui est la partie française de l'Eurovélo 3, qui va de Maubeuge jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. On a également un itinéraire plus court, mais la Flo Vélo, qui est la toute dernière sortie et la dernière née, qui va de Thiviers jusqu'à l'île d'Aix. Le canal des Deux Mers à vélo, qui prend son départ à Royan et qui va jusqu'à Sète. Et enfin, la Vélo française, qui prend son départ à Ouistreham et qui arrive à La Rochelle. Une fois voilà qu'on a dit ça, on peut aussi associer à cette offre quand même des politiques cyclables menées par les départements, qui sont très ambitieuses et qui sont en place aussi, là aussi depuis plus de 10 ans. Voilà, on a une offre, ça nous permet d'avoir une offre structurée, c'est concerté avec les territoires, ça c'est extrêmement important, et on a une organisation qui est très cohérente, que ce soit en termes humains, des RH dédiés et du financement aussi très cohérent. Et pour terminer, ajouter à cela un tourisme à vélo, une filière qui est un levier fort aussi pour la stratégie de Charente Tourisme. On parle évidemment d'une filière qui permet d'accroître l'attractivité du territoire, qui est aussi un moyen de performer économiquement, et bien entendu, voilà, on a récemment aussi pris l'angle de l'infection du durable, et je ne vais pas expliquer à chacun que le vélo en est forcément un vecteur très fort. Merci Sophie pour cette première présentation. Alors, on va de suite rentrer dans le vif du sujet pour mieux comprendre qui sont les touristes à vélo. Si on tire des portraits, Sophie, comment on peut segmenter finalement un peu ces différents pratiquants du touriste à vélo entre, j'imagine, celui qui fait un itinéraire européen et puis celui qui fait de la proximité, quoi. Alors, effectivement, c'est important de bien identifier tous les pratiquants. On en compte, pardon, 4 profils. On compte 4 profils en fait de touristes à vélo. Je parle bien de touristes. Les deux les plus connus, c'est évidemment les itinérants qui pratiquent les itinéraires notamment que j'ai cités tout à l'heure, qui eux sont des touristes en fait qui utilisent le vélo pour voyager et découvrir une destination. Et qui changent d'hébergement, voilà, j'allais dire au gré du vent, si je peux me parler comme ça. Le deuxième plus connu, c'est évidemment le pratiquant loisir. Alors lui, il va juste aller se promener, il va être en séjour ou habiter dans une région, et sa pratique va être une pratique de balade à kilométrage peu important. On compte aux alentours de 25 km. À ces deux pratiquants les plus connus, il faut ajouter évidemment les sportifs, qui eux en fait ont une pratique du vélo plus intense, alors que ce soit en VTT ou en vélo de course notamment. Ils pratiquent en général plus de 50 km par jour, et ont vraiment voilà, une pratique extrêmement, j'allais dire, intense. Et ils sont souvent équipés avec des équipements particuliers et spécifiques que vous connaissez tous, ou en tout cas que vous visualisez, je pense. Et les derniers auxquels on pense un peu moins, et qui commencent à quand même
gagner un peu du terrain aussi, ce sont les pratiquants utilitaires, même en vacances. On a de plus en plus de gens qui vont utiliser leur vélo pour aller à la plage, pour aller faire leurs courses, voilà, pour aller sur des sites de visite. Et ceux-là sont des utilitaires parce qu'ils utilisent bien leur vélo pour le côté pratique, en fait, et pas pour le côté promenade. D'accord, merci Sophie. Alors, Myriam, à La Rochefoucauld, donc on a 2 itinéraires et un bureau qui est notamment sur la Scandibérique. Oui. Parmi ces profils, quel type de visiteurs à vélo on voit le plus fréquemment? Alors, effectivement, nous avons un bureau d'information qui est situé sur le tracé de la Scandibérique. Donc, nous avons pu constater que ces cyclotouristes donc itinérants sont principalement des personnes soit en solo, soit ce sont des couples. Contrairement aux cyclotouristes qui empruntent la Flo-Vélo et qui peuvent être des familles, là, je pense que c'est dû peut-être à la difficulté et aux différents au dénivelé qu'il peut y avoir et que l'on rencontre peu sur la Flo-Vélo qui suit des vallées. Donc, concernant la Scandibérique, eh bien, ce sont plutôt je dirais des quadras ou des quinquas, donc seuls ou en couple, et qui ont une particularité, nous on a pu l'observer, qui empruntent ce tracé dans le sens nord-sud. Et souvent sur de longues distances. On Et évoquait tout souvent, à l'heure dans la préparation voilà. d'un Polonais arrivant de Varsovie pour aller jusqu'à Oui, tout à fait. Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, C'est pas tous les jours. alors c'est pas tous les jours, mais effectivement, il y a quand même des gens, nous on en a rencontré au bureau d'information qui soit étaient partis de Saint-Jacques et qui allaient jusqu'à Oslo, qui n'allaient pas jusqu'à Trondheim, mais qui s'arrêtaient à Oslo, ce qui est déjà pas mal. Soit effectivement des gens qui empruntent plusieurs Eurovélos et qui donc empruntent cette portion nationale qu'est la Scandibérique pour aller jusqu'en Espagne. Merci Myriam. Alors Pascal, à Marennes, on est sur une zone finalement aussi de grosse fréquentation touristique puisqu'il y a énormément d'hébergements entre Marennes et Oléron. Est-ce qu'on a beaucoup d'itinérants ou beaucoup de loisirs? Quel est Les deux. Les deux sont là. Il y a beaucoup d'itinérants qui font du vélo, forcément. Mais alors, tout à l'heure, pour revenir à ce que disait Myriam, c'est beaucoup de familles que je vois, avec des enfants ou en couple. Enfin, c'est vraiment la clientèle est totalement différente, quoi. C'est pas, Après, il y a des gens qui sont très très bien organisés. Alors, moi, je regarde avec les années, en 3-4 ans, avant, on voyait des gens qui faisaient du vélo, ils partaient faire la Vélodyssée, par exemple, ils décidaient ça du jour au lendemain, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pannes où les gens, ils sont vraiment organisés, ils font ça vraiment en famille, c'est préparé, c'est vraiment, les gens, ils sont, c'est vraiment bien, quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui tombent en panne aussi parce qu'ils se retrouvent dans les marais avec des vélos, avec des remorques, c'est cassé, ils vous appellent, ils sont en train de pleurer à moitié parce que c'est pas évident, quoi. Alors, d'accord. Et est-ce que du coup le public de la pandémie, c'est-à-dire ces nouveaux pratiquants, c'est intéressant ce que vous dites, Pascal, sur le fait que ce soit finalement des gens avertis qui se sont préparés, etc. Ils sont un peu plus âgés, moi je trouve, et ils sont beaucoup mieux préparés. Avant, c'était des jeunes qui faisaient ça, ils partaient torse nu avec le vélo. Et moi, ça m'est arrivé de trouver des jeunes, ils partent de La Rochelle. J'ai dit, mais vous avez décidé avec un mini-vélo? J'ai dit, il mesure 1,80 m. J'ai dit, mais tu vas où comme ça? J'ai décidé ça hier soir de partir avec les copains. Et donc, bon, c'est pas souvent, mais après, c'est vrai que les gens ils achètent du matériel vraiment mieux, et c'est bien mieux préparé pour la pluie, pour tout ça, parce que bon, ils prennent des sacoches, ils partent pas la fleur au fusil, quoi. Ils veulent. Et c'est vrai que moi, je trouve dans les pannes, on a beaucoup moins de pannes cette année. Enfin, cette année, j'ai trouvé beaucoup moins de pannes que les autres années. À part de temps en temps une remorque qui casse, voilà, parce que ça arrive, les gens les chargent un peu trop, mais c'est vraiment, c'est vraiment bien, quoi.
Après, Donc des gens un peu préparés, des spécialistes vers non, pas l'aventure. spécialisés, mais ils ont beaucoup lu, ils ont regardé, Ils ont préparé. ils se sont préparés, quoi. Alors qu'avant, ils faisaient ça à la fleur au fusil. Moi, maintenant, ils sont mieux préparés, ils mettent des pneus anti-crevaison, ils savent ce que c'est, et ils étudient, quoi. C'est des gens, enfin, moi, je le ressens comme ça, hein, c'est pas, voilà. Donc après, Alors, on va justement demander la réaction à Claire Balzac, pour les auberges de jeunesse de Charente-Maritime. Est-ce que c'est le même constat de pratiquants qui finalement se sont pas mal organisés avant de venir? Oui, je rejoins un peu le constat en effet. Alors nous, historiquement, on va dire, on avait un public dans l'itinérance, hein, qu'il soit à pied, en train, à vélo, voilà, des gens vraiment de passage. Dans les auberges, la durée de séjour moyenne, elle est de moins de 2 nuits. Donc, c'est plutôt des gens, voilà, qui sont dans une idée de voyage en continu. Et en effet, oui, je rejoins le constat du public un peu plus averti, mieux équipé. Et je pense que c'est pas forcément dans une dynamique d'avoir prévu le voyage, mais plus parce qu'au quotidien, le vélo, il est plus utilisé pour aussi beaucoup de familles et tout. Donc, on a peut-être des meilleurs vélos, on investit un petit peu plus dedans. Et du coup, on est plus prêt au moment du voyage avec l'équipement de base. Donc, nous, on a toujours ces personnes en solitaire reçues dans les auberges qui font les voyages, les grandes traversées. On a des groupes de seniors, pas mal aussi, qui sont dans de jeunes retraités, on va dire, qui sont dans des envies de vivre des moments de convivialité, etc. Ça, on a retrouvé pas mal dans l'entre-confinement. Des gens qui avaient besoin de se retrouver, de vivre ensemble une expérience nature, mais avec cette convivialité de l'auberge. Et puis des familles aussi pas mal, je trouve, même avec des enfants plutôt jeunes, sur l'expérience vélo. Et souvent, les familles, elles combinent un peu vélo avec aussi l'offre train. Vous savez, ils vont faire l'aller en vélo et puis le retour en train parce que c'est de plus en plus facilité aussi de pouvoir mettre le vélo et de rentrer avec les petits bouts de chou, quoi. Donc ça, on remarque qu'il y a quand même une petite progression sur ce type d'usager. Alors, on nous interroge dans le chat justement sur les VTT, où on nous dit qu'il ne faut pas oublier qu'on a de l'itinérance en VTT. Est-ce qu'au niveau des pratiquants VTT, alors vous qui êtes à la fois, Pascal, sur la réparation ou bien dans l'hébergement, Claire, il y a des spécificités, parce qu'il y a aussi des itinérants en VTT? Claire. Et moi, personnellement, en VTT, il n'y en a pas beaucoup parce que le VTT, c'est vraiment spécifique pour aller faire dans les bois, tout ça. On peut rouler avec. Il y en a qui en ont, mais ils mettent des pneus pour la route. Après, ils ont de plus en plus, comme on disait tout à l'heure, ils s'achètent du matériel vraiment techniquement beaucoup mieux et ils sont dans une autre pratique, quoi. C'est pas le VTT, on en trouve très très peu en itinérance. Moi, personnellement, moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. C'est rare parce qu'ils veulent des vélos confortables, des vélos pour faire de la route, quoi. Je vois même dans la demande que j'ai, souvent je dis, on me demande pour faire ce que disait Claire tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent en train, ils veulent des vélos, ils me demandent de la location, il faut les récupérer. C'est vrai que aujourd'hui, c'est ça. Mais en VTT, ils ne demandent pas de ça, ils demandent des VTT, des vélos pour faire de la randonnée, quoi. Claire? Oui, Sophie, pardon. Non, j'allais dire, Patrick pourra peut-être compléter, Patrick du département de la Charente, sur cette pratique du VTT. Oui, sur la pratique du VTT, alors sur les grands itinéraires, nous en Charente, hein, il y a un itinéraire qui s'appelle le Tour Charente VTT qui fait 650 km, hein, donc, qui est à la base un projet de la Fédération française de cyclotourisme, hein, donc de Gérard Guano qui est sur le chat, qui est assez actif sur le chat. Hein, et donc là, c'est vraiment deux passionnés qui se sont investis sur ce projet-là. Et donc, les pratiquants, donc ce itinéraire est de plus en plus utilisé, mais les pratiquants qui viennent faire l'itinéraire, souvent, ils ont leur matériel, ils sont entre guillemets autonomes. Donc, nous, il y a les possibilités d'arriver à la gare d'Angoulême et il y a des liaisons qui permettent de rejoindre l'itinéraire dans un sens ou dans l'autre. Hein, et donc, de faire son itinéraire, de trouver un hébergement, je dirais, puis après de rentrer dans sa région. Et cet itinéraire-là, il est unique en Nouvelle-Aquitaine. Hein, donc, la Charente est pionnière et c'est un projet porté par la Fédération française de cyclotourisme avec le département.
D'accord, ben, du coup, c'était notre deuxième thème qu'on commence à aborder, c'est intéressant, c'est justement comment cette filière vélo est structurée, puisqu'en fait, on voit que finalement, les pratiques sont diverses, que les infrastructures sont nombreuses et que les acteurs aussi sont nombreux. Donc, peut-être, Sophie, déjà, peut-être un tour d'horizon, toujours, hein, on demande beaucoup à Sophie de nous éclairer aujourd'hui. Oui, alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, nous, enfin, Charente Tourisme est engagé depuis plus de 10 ans dans le tourisme à vélo et en 10 ans, voilà, ça permet de s'organiser au fil des années. Donc, on peut dire effectivement qu'aujourd'hui, on est plutôt une destination avec les deux départements qui est assez structurée. Euh, je commencerai peut-être par dire que voilà, on va dire qu'on a trois missions principales, nous, à Charente Tourisme. On est évidemment le bras armé et l'acteur majeur de la valorisation de l'offre des politiques cyclables des départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Alors, on a parlé des grands itinéraires et bon, on a bien lu Gérard Guano qui nous a interpellé dans le chat et j'allais justement en parler. Il n'y a pas que les grands itinéraires en fait. On est aussi là pour valoriser. Alors, on essaye d'être équitable, mais c'est forcément pas toujours évident. Enfin voilà, on en reparlera tout à l'heure. On valorise évidemment toute l'offre qui est mise en place par les départements. Alors, je parlais des grands itinéraires, mais il y a aussi les itinéraires départementaux. Je pense au Tour Charente tout court, au Rive de Boutonne, au chemin de la Seude en Charente-Maritime, au Tour Charente VTT également et à toutes les bases VTT aussi qui sont mises en place par le département. Notre travail, effectivement, c'est d'être acteur des politiques des deux départements. Ça, c'est la première mission, j'ai envie de dire, qu'on a. Toute offre confondue, je le répète. Ensuite, au niveau des comités d'itinéraires nationaux, que je vais expliquer un petit peu plus tard, enfin juste après, pardon, on a deux missions, on peut avoir deux missions distinctes en fait. Soit on a la mission de partenaire des collectifs des itinéraires, je vais expliquer ce qu'est un itinéraire ensuite, soit on a le rôle de pilote. Alors, comment est organisé un itinéraire aujourd'hui? C'est ça, comment on fait pour être cohérent en fait, pour aller de Maubeuge, si je prends la Scandibérique, Voilà, on va de Maubeuge à Saint-Jean-Pied-de-Port, hein, c'est ça, c'est ça. tiers, quoi, en Alors, fait. Comment on fait pour être cohérent avec autant d'interlocuteurs sur l'ensemble? comment ça s'organise? Très très bonne question. Donc en fait, c'est tous les territoires, départements, régions principalement. Alors pour la Flo Vélo, on a également les EPCI et enfin sur la Flo Vélo et aujourd'hui la Vélodyssée, on a également les EPCI qui sont intégrés. Mais pour essayer d'être court, c'est tous les territoires traversés par ces itinéraires qui forment un collectif donc du coup qui va permettre à la fois de dédier un budget global à l'itinéraire. Chaque partenaire contribue financièrement à ce projet collectif. Il y a un pot commun, si je peux appeler ça comme ça, qui est mis en place et qui permet ensuite de mettre en place des actions communes. Alors, ça va être un site internet, ça va être un guide du routard, voilà, ça va être des RH dédiés aussi. Ça permet aussi de financer des RH dédiés. Et donc, ces itinéraires, quand le collectif est formé, donc l'ensemble des territoires traversés est partenaire de ce collectif et est identifié parmi ces partenaires un chef de file qui va permettre en fait d'animer, de coordonner. C'est un peu le chef d'orchestre en fait de l'ensemble du collectif. Et donc, si je reviens au rôle de Charente Tourisme, nous, on a le rôle de partenaire sur l'itinéraire de la Scandibérique, de la Vélo Française et du canal des Deux Mers à vélo. Et on a le rôle de chef de file sur l'itinéraire de la Vélodyssée et de la Flo Vélo. Voilà, je ne sais pas si c'est pas toujours très simple à expliquer, alors n'hésitez pas si vous avez des questions pour que. Oui, en fait, il y a le peloton avec l'ensemble des départements et des régions qui composent, et puis devant, il y a celui qui entraîne le peloton et qui se charge de coordonner l'ensemble. Et donc, c'est le cas sur la Vélodyssée, une grosse responsabilité malgré tout autour de ça. Donc,
C'était une belle image. Celle-là, on me l'avait jamais faite, mais j'aime beaucoup l'image du coup. Voilà, il faut le garder, on est dans la veine cycliste. Donc du coup, toujours dans les infrastructures, je me retourne vers Patrick, au niveau de l'implication des départements, on a vu qu'on est beaucoup quand même dans l'infrastructure. Alors, il y a certes ces grands itinéraires, mais il y a aussi le quotidien. C'est un gros investissement de la part d'un département, ce qui est l'action itinéraire, l'action Alors, structurelle. ça dépend comment se pose la politique départementale. Donc, pour la Charente, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il y a eu vraiment un engagement dans offrir proposer une offre vélo, je veux dire, complète, hein, je veux dire, aux Charentais et aux touristes qui se rendent en Charente. Donc, comme le disait Sophie, c'est une participation aux différents comités de pilotage, hein, que ce soit la Flo Vélo ou la Scandibérique. Enfin, dès qu'il y a une participation, le département de la Charente est impliqué dès qu'il est concerné. Et puis après, d'une manière plus générale et plus localement, donc que ce soit sur l'offre vélo cyclotouristique, hein, il y a eu une volonté depuis une vingtaine d'années de mettre sur tout le territoire des boucles cyclotouristiques, hein, qui sont pilotées par la direction des routes. Hein. Donc là, c'est la mise en place de l'infrastructure, l'entretien, je dirais, la mise à jour, et puis s'assurer que la sécurité est complète pour les pratiquants. Donc ça, c'est l'offre vélo. Donc nous, c'est quand même plus route, c'est plus quand même la direction des routes qui s'implique là-dedans parce qu'ils ont vraiment des moyens humains très importants. Et puis après, sur la partie VTT, donc il y a aussi une volonté de décupler et de déployer sur l'ensemble du territoire des circuits qui soient qualifiés. Quand je parle qualifié, c'est que quand on est sur du VTT, on est sur des chemins. Et donc, nous, on est quand même sur une qualification respectueuse de la propriété privée, donc en privilégiant, je dirais, les itinéraires et les chemins ruraux, hein, qui sont inscrits au PDIPR, au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, hein, avec parfois des portions sur du privé, mais avec convention. Donc, ça assure à l'usager, je dirais, une qualité de service et puis une sécurité. Voilà, donc ce déploiement, j'ai fait qu'à un moment donné, le département, forcément, il est au centre de tout ça, mais il n'est pas tout seul parce que sur l'offre VTT, on s'appuie toujours sur les fédérations délégataires, donc notamment la Fédération française de cyclotourisme, hein, que ce soit pour les boucles locales, des bases VTT, et puis le Tour Charente VTT dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, à chaque fois, c'est la prise en charge et le travail du choix de l'itinéraire, après le balisage, financement de l'ensemble du balisage pour qu'il soit homogène aussi sur l'ensemble du territoire et qu'il soit normé, hein, qu'il reprenne les normes des différentes fédérations. Et puis après aussi sur l'entretien, parce que mettre en place un itinéraire, c'est bien. Par contre, je dirais, il faut aussi s'assurer de sa pérennité. Et donc, il y a tout un travail qui est mené, je dirais, avec sous convention entre les collectivités, les associations locales, pour faire en sorte que ces itinéraires vivent vivent de manière durable. D'accord. Et du coup, on a vu ce qu'on fait sur le tourisme, on a vu au niveau du département. Un office de tourisme, Myriam, donc on a bien vu accueil les nombreux visiteurs, mais j'imagine un rôle localement autour de l'organisation de la filière. Oui, tout à fait. Il a un rôle d'information déjà pour faire connaître sur le territoire cette offre vélo aux prestataires, hein, mais aussi aux locaux qui ne sont pas toujours au courant. On a un rôle donc d'information, mais aussi auprès de ces cyclotouristes concernant les hébergements, les possibilités d'hébergement, les possibilités de ravitaillement et bien sûr une qualité d'accueil en labellisant, enfin en qualifiant nos offices de tourisme par la marque Accueil Vélo. Et ainsi faciliter un petit peu ces cyclotouristes, leur faciliter un petit peu la vie et essayer de faire en sorte qu'ils trouvent là des informations qu'ils vont chercher. D'accord. Mais justement, on va parler des services qu'on peut amener aux touristes à vélo, et on va parler de toutes leurs modes d'hébergement aussi. Mais puisque dans le chat, notamment, on nous parle de bikepacking, hein, c'est vrai, aussi une pratique qui existe vraiment. Au départ, on va parler d'un outil d'information
Et c'est Claire Delonne qui va nous en parler, puisque la société Loupi a développé, en lien d'ailleurs avec les collectivités, notamment le département des Charentes, une application qui s'appelle Loupi avec deux O, et qui permet finalement à un voyageur à vélo d'avoir à peu près toutes les infos sur où est-ce qu'il peut circuler, quel itinéraire il peut faire, mais où est-ce qu'il peut s'héberger, manger, etc. Claire, peut-être une présentation. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Jean-Luc. Oui, effectivement, Loupi est une solution digitale dédiée au slow tourisme et principalement aux mobilités douces. C'est une solution qui a été co-construite avec Charente Tourisme, c'est-à-dire Charente-Maritime et Charente, et qui est très implantée à l'heure actuelle effectivement sur les deux départements. Nous avons pour partenaires également, par exemple, d'autres territoires comme la Haute-Vienne, l'Ardèche, Biscarrosse, Chamonix, l'Allier, j'en passe. Et Loupi est le moteur technologique également de France Vélo Tourisme et de 14 véloroutes sur 18. Qu'est-ce que Loupi? Loupi, c'est une solution donc, qui, à la base, a été créée pour faciliter la diffusion des offres touristiques locales et également aider à la construction du voyage itinérant. Nous avons pour cela 3 outils qui nous permettent en fait de proposer ces services au niveau notamment des destinations et du grand public. À la fois une marque blanche, c'est-à-dire un mini dispositif qu'on intègre dans le dispositif déjà existant web de la destination et qui permet de retrouver à travers la cartographie Loupi toutes les offres touristiques locales. Donc là, on apporte les données citées, donc c'est-à-dire tout ce qui est hébergement, restauration, points d'intérêt, sites de visite, etc. Des données également qu'on amende avec, par exemple, les gares, les aires de pique-nique, pour avoir une cartographie la plus complète possible. Et puis des informations aussi, parce que Valérie nous disait qu'on n'a pas forcément, c'est pas très facile d'arriver en train pour aller vers les itinéraires. Tout ça est bien indiqué dans… Alors ça, on a différents dispositifs. La marque blanche, en fait, elle est là sur les sites de destination pour diffuser l'offre locale et les balades locales. Donc, oui, toutes les balades du territoire, à vélo, à pied, à cheval. Et on développe à l'heure actuelle également le multimodal pour, par exemple, des trajets à pied en bus. Et on a également une application nationale qui est gratuite, qui est disponible sur iOS et Android. Cette application reprend toutes les données des partenaires de Loupi. Donc, on retrouvera toutes les données, par exemple, de Charente Tourisme dans l'application. Et ça permet au grand public de pouvoir retrouver toutes les informations touristiques grâce à cette application. Ça permet aussi… C'est vraiment l'outil qui permet à un itinérant à vélo d'avoir toutes les infos. Non seulement à un itinérant, mais également aux habitants du territoire qui souhaitent découvrir les boucles du territoire et également aux touristes sédentaires, entre guillemets, qui sont sur le territoire et qui souhaitent découvrir toutes les balades. C'est aussi un outil qui permet de pouvoir s'orienter, on parlait des utilitaires, du public utilitaire, mais de s'orienter grâce à des itinéraires sécurisés. Parce que Loupi utilise majoritairement les voies vertes et les véloroutes. Donc, si je souhaite, par exemple, aller à la plage, j'aurai un itinéraire touristique sécurisé pour aller à la plage grâce à l'application Loupi. Pardon ? Non, j'allais dire, Claire, si tu as terminé, du coup, je pense que Loupi est une solution pour répondre à Benoît Ribon qui demandait en fait tout à l'heure la difficulté d'identifier tous les itinéraires existants. Alors moi, je vais parler à l'échelle des Charentes, mais justement, on est en train de mener un gros travail à Charente Tourisme. Alors évidemment, en lien avec les départements, Patrick va pouvoir en parler, pour essayer d'intégrer sur Loupi toute l'offre, qu'elle soit VTT, grand itinéraire ou boucle locale sur ce dispositif. Donc normalement à terme, Loupi permettra de répondre à la demande de Benoît Ribon qui était dans le chat tout à l'heure. Oui, c'est vraiment une question, cette question de lieu où on trouve l'ensemble de l'information, puisqu'on le voit d'ailleurs dans le chat, c'est les réactions, on a quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de pratiques différentes, et il n'y a pas forcément à ce jour de lieu où on a absolument tout. Et en fait, pour compléter tout le dispositif, là, on parlait vraiment de tout ce qui était balade et contenu local. On a mis également en place un site qui s'appelle loupi-voyage.com,
qui est le site du voyage itinérant et dont l'objectif, c'est d'aider à la construction de son voyage itinérant quand on souhaite l'organiser seul. Donc, l'idée est de pouvoir retrouver tous les contenus touristiques, bien entendu, mais également des conseils et aussi tous les services utiles pour pouvoir organiser son voyage itinérant. Donc là, on travaille vraiment en collaboration avec les territoires pour pouvoir, là encore, diffuser toute l'offre du territoire et mettre à disposition des voyageurs les différents hébergements, restaurateurs ou sites de visite disponibles sur l'itinéraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil Voyage a une valeur ajoutée très importante à travers son calculateur de parcours qui permet de calculer ses étapes en fonction de son niveau, son profil utilisateur, mais également des hébergements qui seront accessibles et identifiables sur le tracé, et de pouvoir construire ainsi un parcours correspondant au profil du touriste, en tout cas itinérant. D'accord. Et on parlait des gares également. On identifie à l'arrivée, au point de départ et au point d'arrivée également les gares, et on suggère de pouvoir prendre le train, que ce soit pour l'aller ou le retour, ou de pouvoir tout simplement se rendre aussi sur la destination en train. Mais merci Claire pour cette présentation. Du coup, Patrick, le choix du département, parce que ça aurait pu être aussi de dire on va développer notre propre site internet autour des itinéraires. Là, c'est de s'appuyer, de collaborer avec une solution née localement en plus, Loupi, mais déjà existante. Tout à fait, c'est une solution née localement, donc qui nous a été proposée par Charente Tourisme. Et alors, quand elle nous a été proposée, par contre, nous, elle ne répondait pas complètement, je dirais, à ce que l'on souhaitait. Pour le département, donc il fallait que l'application soit gratuite l'outil soit gratuit pour les utilisateurs, donc ça c'était bien le cas. À l'époque, il n'était pas développé sur les deux systèmes iOS et Android. Donc aujourd'hui, par contre, il y a eu pendant une année de travail pour faire évoluer cet outil pour qu'il soit utilisable avec n'importe quel type de téléphone. Et puis, nous, l'objectif, c'était, ce qui m'a séduit moi dans l'outil, c'est que ça nous permettait de mettre des itinéraires qui soient qualifiés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications ou de systèmes où n'importe qui peut mettre un itinéraire et il est accessible, même si on va chez un privé qui n'a pas donné son accord. Là, avec l'outil, on sait qu'on est sur des itinéraires qui sont sécurisés et puis on sait aussi que c'est des itinéraires qui sont entretenus, qu'il y a des conventions derrière pour qu'à un moment donné, l'utilisateur ne se perde pas. Et la dernière des choses qui est quand même très importante, nous en Charente, on a plus de 2000 km, notamment pour le VTT, de circuits balisés. Il y a des moments, soit parce que la végétation a poussé, soit parce qu'il y a eu du balisage volontaire, soit parce que quand on se balade, on ne voit pas une balise, on la loupe. Eh bien, là, avec l'outil, il y a eu un développement qui a été fait pour que quand on s'écarte de plus de 50 mètres de l'itinéraire, on a une alerte. Et donc, ça permet de reprendre, de faire demi-tour et puis de reprendre le bon circuit. Et ça, pour nous, c'était vraiment essentiel qu'à un moment donné, cet outil permette, aux milliers de pratiquants de ne pas s'égarer parce que ça nous est tous arrivé. Des fois, on se promène et puis on se retrouve un peu perdu. Et puis, quand on ne connaît pas du tout le territoire, ça paraît un peu compliqué. Donc, vraiment, ce développement là sur l'application Loupi, ça a vraiment été quelque chose d'essentiel. Ça a mis un peu de temps. Donc, on a travaillé, le département de la Charente Tourisme et la société Loupi, pour faire évoluer ça. La société Moustique pour faire évoluer ça et du coup aujourd'hui on est pleinement satisfait et on y a associé aussi les différents utilisateurs, donc les bénévoles et puis les licenciés de la Fédération française du cyclotourisme. On s'appuie beaucoup sur eux pour avoir fait des tests et on sait qu'il y aura des évolutions qui seront amenées régulièrement pour offrir une offre toujours de meilleure qualité aux Charentais, aux Charentaises et aux touristes qui viendront visiter notre département. D'accord. Et on voit qu'on a aussi des pratiquants qui ont dans le chat, qui ont des pratiques existantes sur OpenStreetMap. Il y a également Visorando. En fait, il y a pas mal déjà d'outils. On voit que l'outil est quand même, notamment, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Pascal sur le profil des voyageurs qui préparent bien leur voyage, leur itinéraire. Et c'est vrai qu'un outil comme l'outil Voyage permet vraiment d'être dans cette dynamique-là. On va continuer à parler de l'accueil de ces visiteurs et puis on va parler plus précisément du label Accueil Vélo, qui j'imagine est mis en avant dans l'outil, mais qui permet aux hébergements, mais également aux offices de tourisme, aux outils comme la clinique du vélo, aux restaurants également, d'être labellisés. Claire, est-ce que c'est
un atout en termes de communication ou est-ce que ça permet, Claire Balzac, hein, aux Auberges de Jeunesse, est-ce que ça permet finalement d'accueillir des personnes qui viennent spécifiquement dans une auberge de jeunesse parce que c'est accueil vélo? Alors, oui et non. Oui et non, parce que je pense que ça dépend comment est initiée la démarche. Alors nous, on a 3 destinations dans le département, Sainte-Rochefort et La Rochelle. Le choix a été fait de rentrer dans cette démarche de labellisation accueil vélo pour les 3 destinations pour plusieurs raisons. Déjà, on avait en fait déjà des cyclotouristes qui pratiquaient, comme je l'expliquais tout à l'heure, les auberges parce que facilité sur le parcours, etc. Et nous, l'idée, c'était aussi d'aller chercher ces labellisations plutôt pour répondre aux attentes déjà en premier lieu des usagers qui venaient chez nous. Voir, voilà, est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos auberges les choses qui sont nécessaires au bon voyage du cyclotouriste. Par exemple, dans le label, voilà, faut avoir la petite boîte avec tout le nécessaire de réparation qu'on peut mettre à dispo pour les cyclotouristes. Ça, tout bêtement, le fait d'avoir fait appel à l'Office de tourisme, à Charente Tourisme, pour être accompagné dans la mise en place de ces labels, ça nous a simplement permis d'avoir une meilleure qualité d'accueil pour les usagers. Après, c'est sûr que le fait d'être référencé accueil vélo fait qu'on est plus visible pour les cyclotouristes qui ne nous connaissaient pas et qui recherchent des hébergements sur leur itinéraire. Oui, Donc, parce que notamment, on sait que sur le site France Vélo Tourisme, qui regroupe l'ensemble des itinéraires, sont notés l'ensemble des prestataires, hein, hébergeurs et autres, qui sont labellisés accueil vélo. Tout à fait. Donc c'est sûr que ça crée de la visibilité, c'est indéniable. Alors après, sur La Rochelle, on a été labellisé juste avant la pandémie. Donc j'ai pas trop d'éléments de comparaison pour l'instant, mais c'est certain que les choses sont un peu plus claires de ce point de vue-là. Pascal, à la clinique du vélo, pour bien accueillir les visiteurs, le label accueil vélo, c'est quelque chose d'intéressant? Ils sont sensibles à ça? Non, parce que pas tout à fait pour la réparation, pour le kit de réparation, tout ça. Parce que les gens, quand ils viennent chez nous, c'est. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, voilà, déjà. Par contre, il serait bien, en tant qu'accueil vélo, moi je disais, de signaler qu'on peut charger, par exemple, dans les batteries gratuitement, parce que ça peut leur apporter quelque chose pour les vélos électriques, notamment. Il y a autre chose aussi, chez les réparateurs de vélos, signaler si on va chercher les vélos pour les dépanner. Parce que c'est quand même, il y a des gens, moi je trouve ça, j'ai j'ai pas mal d'appels là-dessus, concernant des gens en panne qui ont cassé un vélo, ils sont dans la campagne par là, même si sur le chemin, il n'y a personne qui s'arrête pour les réparer, ils sont vraiment affolés. Est-ce que ça ne serait pas bien, à partir du moment où on accueille vélo en tant que réparateur, je ne parle pas pour un restaurant, un hôtel ou une auberge de jeunesse, mais en tant que réparateur, de signaler qu'on peut aller chercher des vélos, voilà, qu'on peut les dépanner un petit peu, ça c'est pas mal. Mais après, l'accueil vélo, moi, ils viennent chez moi, l'accueil vélo, c'est pas ce qui me fait amener la personne chez moi. Par contre, dans le chat, on signale que, par exemple, c'est important dans la restauration, par exemple, de se dire que je vais pouvoir laisser mon vélo, alors dans un local fermé à clé ou, comme dit Gérard, ça peut être également dans un local prévu pour, même s'il n'est pas fermé à clé, mais c'est une sécurité pour le pratiquant à vélo qui est indéniable, quoi, en fait. Oui. Mais bon, après, moi, les gens, c'est pas pareil, parce que quand c'est dans un restaurant ou dans un hôtel, les gens, ils viennent, ils savent qu'ils vont passer la nuit. Nous, c'est pas tout à fait pareil. Nous, quand ils viennent chez nous, c'est parce ils arrivent, ils veulent être réparés, ils veulent repartir le lendemain, ou ils n'ont pas fini leur itinéraire, et c'est pas du tout dans le même, c'est pas pareil. Donc, moi, on essaye toujours de réparer, de faire ce qu'on veut, mais bon, on ne peut pas toujours le faire le jour même. Mais on fait le maximum. Mais après, alors, nous avons des services qui sont référencés par Accueil Vélo, mais est-ce que vous qui rencontrez, donc je m'adresse à Myriam par exemple, ou à Claire ou à Pascal, qui rencontrez souvent des pratiquants à vélo, est-ce qu'il y a des services aujourd'hui qui manquent finalement? Est-ce que pour que soit parfait un séjour à vélo ou une pratique à vélo au quotidien en Charente, dans les Charentes, qu'est-ce qui manquerait comme service aujourd'hui? Vers quoi il faudrait aller?
Alors, moi, pour ma part, les cyclotouristes que j'ai pu accueillir avaient une demande très forte concernant l'hôtellerie de plein air, hein, les campings. Voilà. Et donc, la plupart attendent soit des formules de camping chez l'habitant, c'est-à-dire des nuitées à un tarif relativement intéressant. Parce que, alors effectivement, il y a aussi les cyclotouristes itinérants qui vont aller d'hébergement de chambre d'hôte en chambre d'hôte, hein, et ils ont fait leur parcours, leur itinéraire, mais voilà, la demande principale, c'était celle-là, et il n'y a pas forcément comment dire, de connaissances de cette offre d'hébergement adaptée. Voilà. Sur les budgets adaptés aussi au bikepacking, pas mal, qui est cette nouvelle façon de voyager léger en vélo, quoi, en fait. Absolument, avec tout type de vélo. Claire, à l'auberge de jeunesse? Déjà, le premier élément de réponse, c'est ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que l'auberge de jeunesse n'est pas réservée qu'aux jeunes. Et des fois, ça peut être jeune, il faut être jeune dans sa tête. Voilà, en fait, c'est la jeunesse d'envie de partager, voilà, et de vivre la mixité dans les chambres et les chambres collectives. Mais le réseau auberge de jeunesse, il est vraiment présent partout dans la région et au niveau national. Donc, c'est vrai que ça peut être déjà une première solution. Après, c'est sûr que selon l'itinéraire que l'on choisit, il n'y a pas une auberge forcément partout. Mais ce sont des solutions, en tout cas, qui répondent en termes de prix et de confort attendu sur une nuit pour s'arrêter. En service supplémentaire, pour répondre à votre question, Jean-Luc, je trouve, nous, on a une démarche également sur un engagement autour du tourisme et handicap. Et de plus en plus, avec l'amélioration technologique aussi, on remarque qu'il y a aussi des usagers avec des vélos adaptés, etc. Et le fait d'être labellisé Accueil Vélo et de s'engager à avoir des lieux de stockage sécurisés pour du matériel, ça incite aussi ces publics-là qui ont quand même du matériel qui coûte très cher pour la plupart. C'est aussi une solution pour favoriser l'itinérance pour des publics spécifiques. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à la pratique du vélo dans l'entièreté. Vraiment tout public. Et ce qui est demandé dans le label Accueil Vélo, ça permet cette ouverture à l'ensemble des publics. Et par exemple, on a accueilli là sur Rochefort un groupe qui partait, que je ne vous dise pas de bêtises, du bassin d'Arcachon et qui montait jusqu'à Nantes, une dizaine de cyclotouristes en situation de handicap. Et ils ont fait une halte à Rochefort avec soirée conte, etc. Enfin, c'était absolument formidable. Ouais. Mais voilà qui sont des informations intéressantes et je pense intéressantes pour les hébergeurs aussi ou les acteurs du tourisme qui nous écoutent. Juste avant de passer la parole à Sophie, on a aussi une autre suggestion dans le chat, c'est de dire il faudrait organiser le transfert de bagages ou avoir un service de transfert de bagages. Alors, est-ce que la malle postale n'est pas présente encore sur ce service, en fait, finalement national maintenant? Mais c'est vrai que c'est assez intéressant et puis on dit aussi, on précise aussi que l'esprit du cyclotouriste, c'est aussi de voyager à peu de frais. Et donc, ça rejoint ce que disait Myriam sur finalement cette demande d'hébergement abordable. Sophie, oui, Oui, je voulais compléter sur les attentes des cyclotouristes. Alors, en parlant du transfert de bagages, en fait, il est mis en place sur certains itinéraires par un prestataire de service local. BC Bag, voilà, qui est local, j'avais mangé son nom, qui s'appelle BC Bag, qui est un peu un pendant effectivement de la malle postale qui est développée plus au nord. Après, la difficulté pour ce type de prestataire, c'est d'arriver à trouver un modèle économique, voilà, qui peut satisfaire, enfin, qui répond à la fois à l'offre et à la demande en fait. Donc c'est vrai que c'est un service qui est plus développé sur les grands itinéraires de l'Ouest et qu'on essaye voilà, sur la Flo Vélo également, et on espère. D'un coup, on a perdu Sophie. Ah voilà, Sophie est revenue. Ah oui, pardon. Oui.
Sophie, Sophie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, voilà, je te Ah, laisse pardon. finir parce qu'on a eu une petite coupure. Oui, il y a eu une petite coupure. Donc je disais, je sais pas où je me suis arrêtée, mais je disais la Scandibérique, qui est un itinéraire plus naissant, devrait aussi voir ce type de service se développer. En tout cas, on l'espère et on travaillera à ça, parce que c'est vrai que sur les territoires les territoires ruraux, je vais y arriver. Les territoires ruraux, c'est des services qui sont plus difficiles à développer parce que les prestataires qui pourraient s'installer veulent être sûrs que économiquement ce soit rentable. Même chose également, en fait, ce type de service pour la location de vélos, où on manque cruellement de loueurs de vélos. Je pense notamment sur le territoire de La Rochefoucauld, de Charente-Limousine, où c'est plus difficile de convaincre les loueurs de vélos d'aller s'installer sur des territoires comme ceux-là. Et donc, et voilà, après, je m'arrête là parce que c'est un grand débat. C'est vrai que Mais je c'est voulais. encore des chantiers à mettre en place, quoi, en fait. Ah, on a perdu Sophie, mais je pense qu'elle va nous rejoindre. Ce que je vous propose, comme on va être au bout de l'heure, on a un dernier point à aborder qui est autour de la communication. En fait, comment on communique auprès des visiteurs et peut-être sur un point un peu particulier, puis j'ai vu dans le chat qu'il y avait des remarques par rapport à ça, notamment à la surfréquentation de certains itinéraires et au comportement de certains cyclotouristes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut commencer à communiquer auprès des pratiquants sur respecter l'environnement, faites attention comment vous vous comportez, etc. Pascal, vous qui les voyez à la clinique, est-ce qu'il y a de la prévention un peu à faire? Ah oui, parce que les gens, moi dans mon coin, sur Marennes, les gens se plaignent vraiment. C'est de plus en plus, ils ne se plaignent pas, mais il faut que il y a de plus en plus de monde sur la Vélodyssée. Donc, c'est vraiment un boulevard. Il faut vraiment faire un petit peu que les gens restent à droite, ils roulent normalement, quoi. Mais parce qu'ils pensent, à partir du moment où ils sont sur une piste cyclable, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il est vrai que moi, je dis oui, il faudrait faire ça parce qu'ils se plaignent de ça. Il y a des enfants, il y a de tout. Et ils roulent à droite, à gauche, ils roulent n'importe où. Et ils roulent côte à côte. Enfin, c'est bien aussi de discuter, mais il faut faire attention. Enfin, moi, je trouve qu'il faut faire vraiment attention parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et c'est vraiment l'été, c'est vraiment l'hiver, il y a moins de monde, donc c'est pas embêtant. Mais l'été, enfin, moi, c'est ce que j'entends. Hein, les gens ils disent que c'est vraiment. Il y a beaucoup de monde, donc forcément. Oui, Et, oui, Claire? Oui, parce que je me permets de rebondir, parce que Bien sûr. la question de est-ce que ce sont, enfin, qui doit porter la communication sur la citoyenneté sur les routes? Alors, je trouve que c'est quand même un sujet très vaste, parce que c'est au quotidien, en fait. C'est quand on apprend à ses enfants à faire du vélo, c'est quand on se balade dans la rue, et c'est pas que sur les itinéraires pendant les vacances. Alors oui, les porteurs de projets peuvent lancer des campagnes de communication, mais on pourra mettre autant de communication qu'on voudra. Parce que je trouve, des fois, on est dans cette ambivalence où, oui, oh là là, c'est pas bien, les gens, ils se comportent mal. Mais bon, commençons chacun par s'interroger sur nos propres comportements, et Oui, mais aussi à vélo, quoi. on sait aussi, Claire, que la période des vacances est une période où le cerveau est plus perméable Ah finalement à de oui. nouvelles informations et que souvent on peut discuter, échanger sur la façon d'être et de vivre pendant les vacances. Myriam, alors en Charente, on le dit dans le chat, c'est quand même la surfréquentation, c'est surtout sur le littoral. Hein, mais Oui. est-ce qu'il va falloir penser demain à communiquer d'une autre façon sur la pratique du vélo? Alors, moi, bien sûr que je ne vais pas parler de surfréquentation concernant des itinéraires que nous avons sur le territoire. Mais par contre, moi, j'insiste quand même parce que les gens pensent qu'ils sont à la campagne, ils sont sur des petites routes départementales puisque ces itinéraires, ce sont des voies partagées et parfois, ils ont tendance à penser qu'il y a une voiture qui te les… Voilà, ils sont tous seuls et je les mets quand même en garde en leur disant que attention, on reste quand même sur des routes départementales qui sont quand même fréquentées. Alors certes, c'est pas des routes à grande fréquentation, néanmoins, il faut rester vigilant par rapport à à une sécurité, surtout lorsque ce sont des familles
avec des équipements tels que des petites remorques et avec des chargements assez voilà, conséquents ou des chargements assez conséquents. Donc ça, je me permets quand même de les informer là-dessus. D'accord, d'accord, merci. Pour cet aspect communication, médiation finalement, qui semble de plus en plus importante. Patrick, juste un mot sur ce point-là au département de la Charente, c'est Euh, avant qu'on Moi, je pense que c'est vraiment une affaire de tous quand même, la question de sécurité. Donc, je pense que sur tous les supports, qu'ils soient numériques, qu'ils soient papier, il faut quand même rappeler à chaque fois les règles, hein, notamment le port du casque pour les enfants de moins de 12 ans, fait que c'est obligatoire. Il y a le respect du code de la route, donc que ce soit aussi sur les panneaux d'information de départ, que ce soit dans les offices de tourisme. Donc, ça, c'est un peu les services de l'État quand même se mobilisent aussi avec le savoir rouler pour à un moment donné, je dirais aussi inciter quand même chacun, je dirais, à prendre ses responsabilités. Voilà, donc après, il y a aussi des nouveaux usages aujourd'hui avec l'apparition des vélos à assistance électrique, c'est exponentiel, je veux dire, le déploiement. Et nous, on a quand même des retours hein, notamment sur les circuits VTT où il y a des portions privées, où les propriétaires nous appellent en nous disant bah, maintenant, avec les VTT assistance électrique, les gens passent un peu plus vite et ça nous pose un peu quand même des soucis. Alors, c'est pas forcément, ça ne se généralise pas, hein, c'est des cas isolé. C'est isolé, mais malgré tout, il y a quand même de plus en plus de pratiquants je dirais, en vélo assistance électrique et ça peut à un moment donné, enfin voilà, il faut sensibiliser pour qu'à un moment donné, je dirais, on n'arrive pas je dirais, à des choses qui entre guillemets dérapent. Hein. Et on est, comme on le disait un peu tous, je pense, autour de cet écran, on est au début d'un mouvement de croissance de la pratique à vélo. Et donc, c'est vrai qu'anticiper cette problématique est important. On arrive au bout, malheureusement, trop rapidement de nos échanges parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je m'excuse déjà par rapport à tous ceux qui ont largement participé à ce chat. On a essayé d'intégrer vos remarques et vos questions, mais malheureusement, on ne l'aura pas fait à 100% sur le temps escompté. Je voudrais, pour avoir un dernier point, me tourner vers Sophie pour savoir finalement ce que Charente Tourisme peut apporter demain aux participants au séminaire. Je prends un exemple, par exemple, que Jacques qui dit « Moi, je suis meublé de tourisme, pardon. Je voulais me labelliser accueil vélo, mais ce n'est pas adapté à ma situation. » Est-ce que là-dessus, Charente Tourisme amène un conseil ? Alors, oui, un conseil. Le référentiel est en fait adapté finalement, parce que quand on regarde les critères, que vous soyez itinérant ou j'allais dire en séjour, la grille elle répond aux demandes du touriste en itinérance ou en séjour. Cela dit, là où je rejoins effectivement Monsieur Delmontaise, j'espère ne pas écorcher son nom, c'est que c'est sur le sujet de la communication. On en a parlé avant, mais effectivement, la marque Accueil Vélo, elle est très connue, ou en tout cas, elle est très travaillée auprès de la cible des itinérants, et notamment via les sites internet des grands itinéraires ou les topo-guides, enfin voilà, où les labellisés Accueil Vélo sont clairement intégrés sur ce genre d'outils, et donc à destination des itinérants. Là où nous, Charente Tourisme, et j'en ai déjà parlé à mes collègues, donc on va continuer dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, il faut qu'on fasse connaître la marque Accueil Vélo auprès aussi de la clientèle en séjour. Pour convaincre les meublés de tourisme d'être labellisés, parce que demain, ils seront aussi connus auprès de la clientèle en séjour comme étant des prestataires répondant à des critères très précis pour accueillir les touristes en séjour. C'est plus un souci de communication que de référentiel, en fait, si je résume. Il faut faire connaître la marque Accueil Vélo également auprès des touristes en séjour. D'accord. Alors Sophie, sinon Charente Tourisme, service de Charente Tourisme autour du vélo. Alors, on va évidemment, nous, toujours poursuivre notre travail auprès des comités d'itinéraire. Hein. On est engagé en tant que chef de file ou en tant que partenaire. Il y a des nouveaux projets d'itinéraire qui vont voir le jour dans les années à venir. Donc, ça, c'est un travail important pour nous. Tout ce travail, en fait, permet aussi de développer, que ce soit les services, l'offre, enfin les services aux usagers. Donc voilà, il y a le travail qu'on mène au niveau national, mais qui sert également au niveau local. Ça permet aussi de fédérer et d'accompagner les professionnels. On a parlé de la marque Accueil Vélo, mais on essaye aussi de fédérer tous les territoires qui travaillent à la fois sur le déploiement de la marque Accueil Vélo, mais également sur le dispositif Loupi, parce que voilà, aujourd'hui
Et on va continuer aussi, on a développé l'UPI sur de nombreux territoires. Et notre objectif, c'est effectivement en fin d'année 2022 de faire en sorte que le maximum de territoires diffusent leur offre de déplacement doux sur l'UPI pour que justement, voilà, le touriste demain, il puisse bénéficier du même outil sur le territoire des Charentes pour visualiser l'offre de déplacement doux. Et après, voilà, il y a un autre angle aussi qu'il faut qu'on arrive à prendre, c'est tout ce qui est lié aux prescripteurs et notamment aux agences réceptives, les agences de voyage qui proposent des séjours à vélo, où il faut qu'on arrive à travailler plus avec eux pour que l'offre des Charentes, quelle qu'elle soit, grands itinéraires, ou offre locale ou VTT, soit aussi valorisée par les prescripteurs tels que les agences de voyage vélo. D'accord, mais merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Nous arrivons au terme de ces échanges. Donc, moi, je remercie tout d'abord les participants qui ont été extrêmement actifs, qui ont parlé de beaucoup de sujets, qui ont aussi échangé entre eux et qui montrent qu'on a vraiment aujourd'hui, en 2021, un vrai intérêt pour le tourisme à vélo, parce que je pense que tout le monde voit qu'on est sur quelque chose qui vraiment se développe, avec des pratiques qui, en plus d'être intéressantes économiquement, sont aussi intéressantes humainement, parce qu'on est vraiment sur des personnes qui découvrent des nouvelles expériences. Quand Claire parlait tout à l'heure de ces jeunes retraités qui font des voyages aussi pour se retrouver, ou quand on parle des itinérants qui font un voyage finalement rendu possible pour beaucoup de personnes, parce qu'en vélo, on peut faire énormément de choses, on se rend compte qu'on a des rencontres qui sont particulièrement intéressantes et que donc c'est assez positif d'être avec le touriste à vélo, qu'il soit en pratiquant local, en VTT, etc. Donc on est sur un joli marché finalement, que le marché du vélo. Beaucoup de choses encore à inventer, il me semble, autour de l'accueil, autour du transfert de bagages, beaucoup d'enjeux sur la médiation demain, comme c'était indiqué tout à l'heure. Et l'intérêt dans les départements des Charentes, c'est que vous êtes engagé depuis longtemps dedans, donc vous avez un recul et puis finalement une activité vélo qui est extrêmement intéressante. Donc, merci Myriam à l'OT de La Rochefoucauld, merci Patrick au département de la Charente, merci Claire pour la présentation de l'application Loupi, merci Pascal à la clinique du vélo, merci Claire pour les auberges de jeunesse de Charente-Maritime, et puis merci Sophie à Charente Tourisme pour ce dernier webinaire, pas sur le vélo, mais pour Charente Tourisme, puisque Sophie, dans quelques semaines, tu pars pour une autre destination vélo. Une autre destination vélo et un peu plus large même, parce que voilà, j'ai la chance d'intégrer la structure Vélo et Territoire qui agit pour la mobilité à vélo au niveau national. Donc voilà, une belle expérience à Charente Tourisme qui m'a permis effectivement de pouvoir intégrer cette belle structure nationale. Donc j'en suis ravie. Eh bien, et félicitations pour cette nouvelle aventure, Sophie. Merci. Merci à tous. Merci Jean-Luc, merci à tous. Merci. Excellente journée et puis merci à nos participants. Au revoir. Au revoir.